Bonjour, bienvenue à vos 10 minutes juridiques par le cabinet d'avocats Landau Associés pour VK. On va parler du mode de scrutin dans les communes de moins de 1000 habitants dans quelques secondes, mais tout de suite les brèves de la semaine avec une décision que je vous laisse regarder ici en matière de contentieux disciplinaire universitaire et puis toute une série de décisions concernant les élus. D'abord, un arrêt intéressant qui fait un tri entre les bulletins valables ou nuls pour l'élection du maire, pour lequel le juge a une certaine tolérance. Donc là, un bulletin mal écrit, mais qui ne pouvait, dont le nom qui semblait écrit, n'être qu'un seul des deux candidats. Appeler quelqu'un par son prénom quand les deux candidats n'ont pas le même prénom, c'est possible. Mais si je le souligne et que je mets un point d'exclamation, là, pour le coup, le bulletin devient nul, nous dit le Conseil d'État. Et puis, changer l'équilibre politique au sein d'une équipe municipale, ça n'entraîne pas de changement automatique dans la délibération fixant les indemnités de fonction, sauf retrait ou abrogation de celle-ci. En matière d'intercommunalité, décision intéressante de la CA de Nantes. J'ai une communauté d'agglomération, d'accord ? Comme vous le savez, il faut des seuils de population minima pour faire une communauté d'agglomération. Seuil d'ailleurs qui, dans des procédures de retrait dérogatoire, doivent pour la communauté de départ être maintenus. Oui, mais si j'utilise pas une procédure dérogatoire de retrait, mais une procédure classique, celle de l'article 51-19, alors dans ces cas-là, c'est très légalement que je peux avoir un retrait de cette communauté, quand bien même cette communauté, qui reste une communauté d'agglomération, perdrait les seuils minima pour être une communauté d'agglomération, parce que ces seuils s'imposent au stade des fusions ou des créations, mais pas de cette procédure de retrait minimale. Deux ordonnances intéressantes du théâtre de la Polynésie française sur ce qu'est ou pas une irrégularité de nature à entraîner le rejet d'une offre. Notamment, la première est intéressante parce que le port autonome de Papeete demandait un chemin critique, une sorte de diagramme de Gantt, les phases des opérations, et un candidat avait remis un document de 200 ou 199 lignes de tableur. Et non, c'est plus qu'un document concis, au point de rendre l'offre irrégulière, Contrat toujours. Dans quelles conditions le co-contractant d'une personne publique peut-il être indemnisé via un protocole transactionnel ? Alors ça, jurisprudence, on en a tous les jours sur ce point. Oui, mais alors que son marché a été entaché de nullité. C'est de Versailles, 20 mars 2025. Le 10 avril, la Cour des comptes, dans le cadre de la responsabilité financière des gestionnaires publics, RGP ou RFGP, a rendu une décision intéressante qui nous dit que globalement, rendre les comptes en retard, même quand la structure est en difficulté, c'est en soi une infraction financière relevant de la Cour des comptes. Et puis on a eu une loi importante du 16-18 décembre 2023, vous le savez, avec un gros volet sur la petite enfance. On a un nouveau décret d'application de cette loi portant, il était très attendu, sur les procédures d'autorisation de création et d'extension des établissements d'accueil de jeunes enfants. Et puis un gros volet qui avait fait le plus polémique sur le renforcement des règles d'accueil, donc d'encadrement, temps de direction, etc., dans les micro-crèches. Et puis les mini-brèves, que voici. Et que voilà. Mais passons à notre grand dossier, mode de scrutin en dessous de 1000 habitants, survol de la future loi. Parce que, sauf censure par le Conseil constitutionnel, on connaît maintenant le texte définitif, adopté dans les mêmes termes par l'Assemblée et le Sénat, de la loi sur le mode de scrutin dans les communes de moins de 1000 habitants, et ce après des débats fort vifs à l'Assemblée nationale comme au Sénat. Alors même qu'on partait sur quelque chose d'assez consensuel, et que la proposition de loi répondait à une demande très claire de l'Association des maires de France, mais aussi de la MRF, d'Intercommunalité de France et du Haut Conseil à l'égalité. Alors, avant de présenter cette loi, 2 points liminaires à évacuer ensemble. Oui, il est bien possible de modifier ceci alors que nous sommes à moins d'1 an de l'élection municipale de mars 2026. Pourquoi ? Vous allez me dire, il y a quand même un article de loi L567.1a du Code électoral qui nous dit que je peux pas modifier ces choses-là à moins d'1 an des élections. Oui, mais ce qu'une loi peut faire, une loi peut le défaire. Donc là, non. Certes, il y a des frontières constitutionnelles sur ce point, mais elles ne sont pas encore franchies. N'hésitez pas à mettre sur pause, je vous ai mis des références. Deuxième point évacué ensemble. Oui, il y a aussi une réforme sur Paris, Lyon et Marseille qui est en cours, qui a été adoptée à l'Assemblée nationale, mais c'est un autre sujet, un autre texte législatif que celui des communes de moins de 1000 habitants que nous allons voir maintenant. Voyons donc ce qu'il y a dans cette future loi.
Si on a résumé en 2 secondes, le Parlement a approuvé le principe d'une extension du scrutin de liste paritaire aux communes de moins de 1000 habitants, donc avec alternance femmes-hommes, mais sur des listes qui peuvent ne pas être complètes. La liste sera réputée complète si elle a jusqu'à 2 candidats de moins que le nombre de sièges à pourvoir, mais également jusqu'à 2 de plus. Et on a donc la fin du scrutin actuel dans ces communes, notamment la fin du raturage. Il y a quelques années, les communes entre 1000 et 3500 habitants découvraient la fin du raturage et les dépôts obligatoires des listes de candidature. Maintenant, c'est au tour des communes entre 0 et 1000 habitants, entre 1 et 1000 habitants. Avec application de l'article L262 du Code électoral que vous voyez ici, n'hésitez pas à mettre sur pause, et vous connaissez la règle, il n'y a pas les mêmes seuils pour être élu au premier ou qu'une liste soit élue au premier et deuxième tour, et la liste est élue à 50% des sièges et l'autre à la proportionnelle. Voilà un petit dessin d'ailleurs qui illustre ceci. Retenons 8 points sur cette réforme avant que d'échanger avec une personne qui est à la fois maire et chargée d'études à l'Association des maires de France. Premier point, la loi permet aux communes de moins de 1000 habitants que dans ces communes soient déposées des listes comportant 2 candidats supplémentaires par rapport au nombre de sièges à pourvoir, ou 2 candidats de moins comme on l'a vu. 2. La loi prévoit également un nouveau mécanisme d'élection complémentaire au scrutin de liste réservé aux communes de moins de 1000 habitants, de manière un peu plus souple que dans le droit commun des communes dépassant 1000 habitants, de manière à prévenir la multiplication d'élections partielles intégrales. N'hésitez pas à mettre sur pause, je vous mets le futur article 258-1 du Code électoral à l'écran. 3. La loi future garantit l'application de la règle du réputé complet, y compris en cas de vacances survenues au sein du conseil municipal postérieurement au dernier renouvellement général ou à la dernière élection. Bon, ça ressort déjà de la jurisprudence, mais non sans subtilité. 4. La loi future supprime de nombreuses dispositions prévues pour les communes de moins de 1000 habitants et qui ne sont plus adaptées au nouveau régime. Bon, ok, ça c'est du toilettage normal. 5. Plus significatif. Pour l'élection des adjoints au maire, en cas de vacances en cours de mandat, on n'a pas à respecter la parité pour recomposer, remplir la liste des adjoints en cas de vacances, donc décès, démission, en cours de mandat pour les moins de 1000 habitants. Pour les plus de 1000 habitants, rien ne change. Mais c'est la seule dérogation de droit commun. C'est-à-dire que pour les adjoints au maire, la liste des adjoints au maire, l'élection de la liste des adjoints au maire entre 0 et 1000 habitants, on va découvrir dans ces communes la même chose que ce qui se passe au-delà de 1000 habitants, élection au scrutin de liste avec parité femmes-hommes ou hommes-femmes. Mais attention, cette parité ne s'applique pas entre le maire et le premier adjoint. C'est-à-dire que je peux avoir un maire et un premier adjoint, mais dans ce cas j'aurai une deuxième adjointe. Je peux avoir une maire et une première adjointe, mais dans ce cas j'aurai un deuxième adjoint. Ou comme je peux avoir une maire et un premier adjoint, là, bien sûr. Mais ça change, en revanche, quand j'ai des vacances en cours de mandat, au contraire de ce qui se passe désormais, 2000 habitants à plus. Parce qu'il y a quelques années, c'était un peu différent. 6. La loi nouvelle procède à quelques ajustements pour les communes nouvelles. Il y avait eu un certain nombre de difficultés qui avaient abouti à un arrêt du Conseil d'État il y a quelques années, d'ailleurs très, très contesté, d'autant plus que j'étais un peu dans le dossier et que je l'ai toujours pas digéré. Donc la loi notamment proroge la période transitoire au cours de laquelle les communes nouvelles bénéficient à titre dérogatoire d'un nombre de conseillers municipaux supérieur à l'effectif de droit commun, mais ce n'est pas la seule modification, mais là on glisse vers des choses assez techniques. Et puis la loi nouvelle supprime les spécificités propres aux commissions de contrôle dans les communes de moins de 1000 habitants, mais il y a quelques petits ajustements tout de même. Et enfin, 8. La loi nouvelle souscrit à l'extension de présomption de complétude, on l'a vu tout à l'heure, entre 500 et 999 habitants, sans modifier l'effectif légal du conseil municipal et avec une pérennisation au long du mandat. Et puis, il y a ce qu'il n'y a pas dans cette loi. Finalement, mais ce point a été discuté, dans les communes de moins de 1000 habitants, on continue à avoir une désignation des élus pour aller siéger à l'intercommunalité à fiscalité propre, comité de commune, comité d'agglomération, comité urbain de métropole, dans l'ordre du tableau, donc maire, si le maire démissionne de ce mandat intercommunal, ça devient le premier adjoint ou la première adjointe, etc. On garde ce système-là. On n'a pas une extension à ces communes du fléchage que l'on connaît dans les communes de 1000 habitants et plus. Fléchage qui a une signification très importante aussi selon le nombre de sièges que l'on a, puisque dans certains cas, il y a représentation des oppositions, ce qui concerne moins les communes rurales, il faut le reconnaître.
Donc au total, avant le vote qui aura lieu en mars 2026, on a maintenant à voir cette loi qui va passer ou pas le cap du Conseil constitutionnel. On ne sait pas s'il sera saisi et ce qui va aboutir au JO. Bien, il faudra s'habituer et s'adapter à tout ceci, y compris dans le cadre de la composition des listes à venir. Sur tout ceci, j'ai voulu poser des questions à Monsieur Alexandre Touzet, qui est maire et chargé de mission à l'AMF. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Eh bien, première question simple, pourquoi cette réforme? Alors le soutien de l'AMF, il est ancien puisque l'Association des maires de France en 2018 avait pris position à l'époque pour la parité, emmenant à la fois le Haut Conseil à l'égalité, mais aussi toutes les associations. Lors du dernier renouvellement des élections municipales, les maires ruraux nous ont rejoints sur cette position. L'idée était de constituer de véritables listes en sortant du panachage et de favoriser, bien sûr, l'élection des femmes dans nos conseils municipaux, que ce soit dans les conseils municipaux, mais aussi dans les exécutifs, puisque c'est le but de la loi, 50% dans les conseils municipaux et 50% d'adjoints au maire. Et quelles souplesses ont-elles été prévues pour éviter les difficultés et les blocages? Oui, il prévoit notamment qu'on puisse avoir des listes incomplètes, parce qu'on sait que aujourd'hui c'est assez compliqué de recruter des femmes dans nos listes. Il prévoit également que dans le cadre d'un remplacement d'un adjoint, la parité ne puisse pas être prise en compte. Donc après la première élection où la parité des adjoints, elle, est obligatoire. Alors oui, c'est pas si simple. Moi, c'est mon troisième mandat de maire et à chaque fois, j'ai décidé d'avoir une liste paritaire. Et au fond, dans le temps, cette réforme, la parité est plus simple puisque vous avez des sortantes qui restent. Il n'en reste pas moins que les femmes sont plus difficiles à convaincre de rejoindre les listes aux élections municipales. Et souvent, en fait, elles ont un déni de compétences alors que les hommes se posent rarement la question de leurs compétences. Les femmes s'interrogent toujours pourquoi on les approche pour figurer sur une liste municipale, est-ce qu'elles sont compétentes, etc. Alors qu'elles sont tout à fait compétentes et que ça ne pose pas de problème. Au contraire, ça amène de l'altérité au conseil municipal et ça l'enrichit. Bon, les débats furent animés. Qu'avez-vous à répondre à ceux qui manifestèrent ainsi, si vivement parfois, leurs inquiétudes? Alors oui, c'est plus compliqué, mais ça l'était aussi pour les communes de plus de 1000 habitants et ça reste compliqué pour les communes de plus de 1000 habitants aussi. On voit bien que c'est possible. Moi, je le fais, j'ai 3 mandats, j'ai réussi à chaque fois à le faire. C'est plus compliqué. C'est plus compliqué aussi dans une période où le sens de l'engagement et surtout l'engagement à long terme, sur 6 ans, est plus complexe. On a du mal à monter des listes. Et donc, je peux comprendre la position de certains collègues qui sont réservés parce que c'est déjà compliqué de faire une liste et donc, du coup, on rajoute une difficulté. Pour autant, il faut avoir en tête le mouvement que cette réforme va instituer, parce que là, on parle de parité, ça peut paraître une disposition uniquement juridique. Mais il faut imaginer 24 000, peut-être 25 000 adjointes au maire supplémentaires en France, peut-être 50 000 femmes conseillères municipales en plus. C'est une réforme qui est assez structurelle et je pense qu'il pourra changer la vie dans les campagnes. Et puis par ailleurs, dans la ruralité, on voit bien que les femmes sont nettement impliquées, puisque qu'est-ce qui fait la vie de nos ruralités? C'est souvent nos mairies, nos écoles, les crèches, les associations. Euh, et les femmes sont extrêmement présentes dans la vie économique, sociale, administrative de nos communes rurales. Je pense que vous devez avoir 95% des secrétaires de mairie qui sont des femmes. Donc dire que les femmes n'existent pas dans la ruralité et qu'on n'en trouverait pas, je pense que c'est faux. C'est plus compliqué que de trouver des hommes, ça c'est clair, mais on en trouve quand on en cherche. Et pourquoi ne pas avoir étendu le fléchage pour siéger à l'intercommunalité fiscalité propre? C'est une vraie question. Elle est peut-être moins d'importance parce que souvent dans les communes, il y a un seul délégué. Donc, je pense que la question est peut-être moins pertinente que pour les communes de plus de 1000 habitants.
Et quels sont les autres chantiers de l'AMF en ces domaines? Alors, bien sûr, c'est faire prospérer le statut dans son ensemble, parce que, et ça, c'est une question ouverte, mais qui est en lien avec la question de la parité, parce que on voit bien ce qui freine aussi l'engagement des femmes, c'est la charge mentale, c'est l'inégalité de la répartition des tâches domestiques entre les femmes et les hommes qui persiste. Et donc le statut de l'élu est une question qui est extrêmement liée à la présence des femmes dans les conseils municipaux. Enfin, je crois que, il faut le dire, je pense qu'il y a le sujet de l'indemnisation, même si les élus n'exercent pas cette fonction pour les indemnités. Je pense qu'il faut avancer, notamment quand les élus souhaitent abandonner leur fonction professionnelle à côté. Je crois qu'il y a, c'est connexe au statut, mais toute la protection des élus par rapport à certaines violences du quotidien qu'ils peuvent connaître dans l'exercice de leur mandat. C'est aussi peut-être continuer à travailler sur le sujet qui me semble extrêmement important, qui est celui de la formation, à la fois la formation dans l'exercice du mandat, mais aussi la préparation de la sortie du mandat, parce que c'est souvent, sauf quand on est euh, fonctionnaire et qu'on revient dans sa fonction, quand on exerce une activité dans le privé, travailler sur la question de la formation, du bilan de compétences pour pouvoir rebondir après dans son activité professionnelle est quelque chose d'essentiel. Merci beaucoup, au revoir. À bientôt, merci à vous. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques, parlons d'associés pour VK. Pensez à vous abonner, c'est par là. Merci, au revoir.